Oui, pendant ce temps, du côté de l'abbé, mon cher Jacques Léo-Aleno, en suspension du procureur Israël, Charles White, s'est-il de nouveau fourvoyé? On pose cette question ce matin. Ce sont des interrogations légitimes. J'ai écouté vendredi dernier nos camarades, nos collègues, Babila et Kabs, qui s'étaient posé un certain nombre de questions qui, à ma foi, méritent d'être répétées encore aujourd'hui. Mais on revient sur les derniers développements de l'actualité, puisqu'après lui, après donc la décision de suspension, finalement, le mémorandum qui avait été demandé par le garde des Sceaux va être élaboré. On a compris à travers ces mémos ce qui s'est passé. Je crois nos collègues sont revenus largement là-dessus. Le procureur dit qu'il n'était pas au courant de la notification qui aurait été faite aux détenus donc décédés qu'il devrait sortir parce que lui n'était pas dans la zone cette semaine. C'est que nous avons fait ce matin, d'abord depuis hier, c'était de voir auprès des juridictions concernées, donc les juridictions citées par Israël, si effectivement au cours de cette période visée par, disons, la période concernée par toute cette situation, s'il était à l'abbé-centre ou il s'était déplacé. Donc, et du côté des autorités administratives et du côté des autorités judiciaires, cela a été confirmé. D'ailleurs, vous avez vu la sortie de El Hadj Badrou qui va, si vous voulez, soutenir clairement le procureur, essayer de lui dire vous avez été bien, en tout cas au niveau de cette juridiction. Et surtout, ne dites pas vous quittez l'abbé. Ce n'est qu'une suspension. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons faire ce qui est du possible pour faire entendre raison. Je me dis tout simplement qu'il y a, si vous voulez, après la volonté du garde des Sceaux de dire le Conseil supérieur de la magistrature va statuer sur cette question. C'est bien de le dire comme ça parce que il a saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Mais est-ce que on ne devrait pas aller étape par étape? La première étape, c'est d'entendre d'abord le concerné. Parce qu'il y a quand même d'autres personnalités qui sont mises en cause, notamment le greffier, donc qui a reçu cette note qui, au lieu d'envoyer au procureur comme cela lui aurait été demandé, il envoie directement au niveau au greffe pour être classé. Première question que je me pose, c'est quoi les relations entre le procureur et le chef du greffe? Est-ce que le chef du greffe relève du procureur? Si ce n'est pas le cas, en ce moment, on ne peut pas d'emblée rendre responsable le procureur de la faute commise par un greffier. Première des choses. L'autre chose, c'est la responsabilité de l'hôpital. Je crois qu'il y a des collègues qui ont posé cette question. Un malade qui s'est retrouvé à l'hôpital, est-ce qu'il y a une autre décision qui est venue derrière, intimant l'hôpital à le renvoyer à la maison centrale pour qu'il y aille trouver la mort? C'est une question à devoir poser, à devoir chercher, n'est-ce pas, la réponse. Donc cette étape, il me semble, n'a pas été franchie. On est directement parti à la suspension et maintenant on décide de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Un exemple quand même de situation, c'était avec le juge Diawara qui aujourd'hui reste comme ça sans poste. Alors qu'il a Mohamed Diawara. Mohamed Diawara. Donc qui a été suspendu. On a envoyé le dossier du côté du Conseil supérieur de la magistrature. Finalement, le garde des Sceaux va perdre le procès donc devant le Conseil supérieur de la magistrature. Mais il refuse de rétablir le monsieur dans ses fonctions. Donc, finalement, on va dire, vous voulez faire respecter la loi, c'est bien. Mais lorsque vous saisissez... Il a fait déjà prendre un décret et le monsieur a été confirmé à sa place. Oui, mais il n'est pas en fonction là, le monsieur. Mais c'est ce que je dis. Mais c'est que son ancien poste, il l'a même perdu entre-temps. Donc, voilà. Le problème, c'est bien celui-là. Si vous dites, je le fais pour établir la vérité, et on va devant le Conseil supérieur de la magistrature pour que les pairs statut sur les responsabilités d'ordre professionnel d'un magistrat. Donc, vous vous attendez à ce que la vérité soit sûre. Si les magistrats disent que le monsieur, il a fauté, là, vous avez bien fait. Donc, vous pouvez, de la suspension, vous pouvez aller au limogeage, tout simplement. Mais lorsque le Conseil supérieur de la magistrature dit que vous avez tort d'avoir pris une certaine mesure et que le monsieur qui a été suspendu, en ce qui concerne par exemple le juge Diawara, ne devrait pas l'être,
la logique voudrait que vous vous amendez et que vous le rétablissiez dans ce fonction. Justement, le rétablissement. C'est la même chose aujourd'hui avec Israël. Ouais. On va voir parce que moi j'ai 2 avis même sur cette question. Le fait que le monsieur soit mort en prison, ça déjà c'est quelque chose de condamnable. Et il est important que le garde des Sceaux se donne des moyens pour situer les responsabilités. Ouais. Il faut pas trouver des conclusions hâtives, dire que c'est de la responsabilité du procureur. Si on se limite à ça, on ne va jamais résoudre le problème. Parce que les gens meurent dans les prisons. Nous avons des informations qui nous disent qu'il y a des gens qui meurent en prison. C'est le cas à la maison centrale ici, c'est le cas à la prison civile de Dubreka, et même ailleurs, il y a des gens qui sont carcérales insupportables. Bien. Si vous ne situez pas les responsabilités, vous ne connaissez pas le vrai problème à l'abbé, vous sanctionnez le procureur, vous avez des pouvoirs, vous le faites, vous allez devant le Conseil supérieur de la magistrature, même si le monsieur il a raison, vous pouvez vous contenter de votre décision que vous avez déjà prise, vous n'allez pas résoudre le problème. Pour preuve, ce qui se passe à Conakry se passe à l'intérieur et jamais. Et d'ailleurs, pire, parfois même. C'est parfois même pire. Voilà, donc il faut un débat réel dessus. Voilà. Allez-y, Mohamed. Lamine, c'est un sujet, je pense qu'au ministère de la Justice, je pense que le garde des Sceaux lui-même, il attend depuis vendredi ce que je vais dire sur ce dossier. Très honnêtement. Vous êtes, il y a plusieurs, je crois, il y a 3 personnes au moins dans ce studio qui ont suivi les discussions que j'ai eues avec certains milieux. À l'époque où ils cherchaient moi aussi à m'abattre. Vous vous souvenez des gens qui avaient tenté de rabiboucher ici, en Allemagne, jusqu'aux États-Unis où le ministre s'est déplacé pour aller voir une célèbre activiste des droits humains. Et à chaque fois, j'ai répété aux émissaires ceci. J'ai le cœur très lourd pour parler de ce sujet. Vous allez découvrir pourquoi. Depuis le début de cette affaire de Cancan, où nous avons quand même parlé, il serait même intéressant qu'on revienne sur le cas de Cancan. Parce que les factures, le ministre nous a dit en conférence de presse que c'est 92 millions qu'il a reçu les factures. Sauf que nous aussi, on a des reçus, au moins pour un hôtel, où il est prouvé que l'hôtel était déjà payé. Alors comment les factures sont encore arrivées? C'est important qu'on revienne sur ce sujet-là. Deuxièmement, le ministre, en tout cas selon ces personnes-là qui nous ont approchés beaucoup pour calmer les jeux et ainsi de suite, il est revenu avec insistance le nom du procureur Abdoulaye Pogoumou. Je crois que je te l'avais confié à l'époque. Que le ministre, d'après ces médiateurs-là, rendait responsable des fuites. Parce que d'après lui, mon informateur sur les affaires de Cancan était Abdoulaye Pogoumou. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai le cœur serré. Parce que ce qui arrive à ce procureur quelque part, j'ai comme l'impression, certes qu'il y avait des antécédents entre eux, mais que la dernière affaire avec Espace en a rajouté. Vous vous souvenez quand je faisais le compte rendu, la première fois que je m'étais exprimé là-dessus, quand j'ai dit que le ministre et moi, notre premier problème n'était pas cette affaire, que ça remonte à 4 ans dans l'affaire Lansana Camara. À l'époque, j'étais secrétaire général adjoint du syndicat, nous avions tenu un sitting. Je vous avais expliqué le lendemain, quand il y a eu des émissions, un compte rendu, comment il avait voulu me poursuivre. Et j'ai précisé dans l'émission qu'à l'époque, c'est ce Abdoulaye Pogoumou, justement, qui l'avait appelé, qui avait joué les médiateurs pour tenter de l'infléchir, lui dire non, c'est un ami, j'ai fait la même classe que lui. C'est un ami, j'ai fait la même classe que lui. Et j'ai répété ceci à tous les médiateurs, je dis, il fait du tort aux messieurs. Je suis allé jusqu'à leur rassurer. Les grandes gueules. Le monsieur a appris cette affaire à la radio comme tout le monde. D'ailleurs, lui, il a appris beaucoup plus en retard. Parce que, d'après, à l'époque, quand il m'avait appelé pour me dire, mais c'est quoi le problème avec le chef de département? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Est-ce qu'on peut régler? J'ai dit, non, il y a des gens en cours, mais je lui ai expliqué. Lui n'était pas au courant parce qu'à l'époque, il passait des examens. Il fait un autre master. Vous savez, c'est un jeune qui est tout le temps dans les colloques et dans des formations. Il passait un autre master. Donc, il était en évaluation d'étape ici à Conakry, ce jour-là. Donc, il n'était pas au courant. Je l'ai dit à ces personnes, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis, et à toi-même, je t'ai juré que le monsieur n'en était pour rien. D'ailleurs, il est à l'abbé. Comment peut-vous se procurer des reçus d'hôtel de Cancan pour me les donner? Ça, c'est le premier élément que je tenais
à souligner. Ce matin, d'ailleurs depuis hier et ce matin j'ai tenu à le faire en présence des collègues. Parce qu'avant de parler de quelque chose, je suis méticuleux, tu le sais. Je ne voulais pas que mon condisciple, parce que Abdoulaye Kougoumou a été mon condisciple, ce que le ministre semble lui reprocher, parce qu'il le dit comme ça, je ne voulais pas que cela soit un péché pour lui. Et que cela m'influence. J'ai tenu à appeler des partis. Au parquet de l'abbé, Jacques est là, Zachary est là, il y avait d'autres personnes dans le studio. Alassane Sako aussi était là. Au parquet, au niveau des magistrats du siège, au niveau de la greffe, j'ai appelé l'Elouma. Au niveau de la justice, j'ai appelé même le préfet de l'Elouma qui m'a rappelé, Tambata, tu étais arrivé. Le préfet m'a rappelé pour me dire que effectivement le 26, il avait été informé, le 26 janvier, que le procureur arrivait le 27 et que le 27, le procureur était même dans son bureau. Lui, ce jour-là, devait aller en tournée dans des communes rurales. Mais ce jour qu'il a reçu le procureur, lui, il était en compagnie, il nous l'a précisé, avec, comment il s'appelle, le juge de paix. Il dit qu'ils l'ont reçu. Et que le monsieur leur avait dit qu'il était là pour un séjour de, comment on appelle ça, de travail. Mais ce qui est ressorti de mes discussions avec le magistrat et de l'abbé, c'est qu'à l'époque, le ministre était déjà en Haute-Guinée. Et de la Haute-Guinée devait se rendre au Fouta. Donc le monsieur a même pris de l'avance par rapport à l'arrivée du ministre pour passer dans toutes les juridictions, pour vérifier l'état, comme ça avait été dit à l'époque des prisonniers dans les prisons civiles, les centres de détention, les commissariats, les justices. Et nous avons vérifié les 3 préfectures, c'est clair et nettement établi. Deuxième élément. Troisième élément, je me suis quand même entretenu avec une ONG, la mine. C'est quand même l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, des droits humains. C'est quand même pas n'importe quoi. Je me suis entretenu avec le frère Sampiring, qui m'a expliqué comment le monsieur il travaille. Et il m'a dit, de tous les procureurs qui sont précédés, il n'y a qu'un seul peut-être qui est, je ne sais pas, à Conakry ici actuellement, qui se rapproche de lui et qui nous ont facilité autant le travail. Il dit il est tout le temps dans les prisons. Tout le temps sur le terrain. Sur le terrain. Et ce que j'apprends, c'est que le 21, c'était à la veille du décès de monsieur, il était encore à la prison civile. Dans la cour, il s'est entretenu avec les prisonniers. En fait, tous ceux qui avaient des doléances lui ont été posés. Et effectivement, le cas de ce monsieur, ni le monsieur Abdourahmane ne lui a posé le problème, ni le régisseur. Nous nous sommes rapprochés aussi des gardes pénitentiaires. Le régisseur aussi n'avait pas reçu la notification de cette ordonnance. Parce que si le régisseur au moins l'avait reçu, même à travers la personne qui était détenue, il aurait été obligé d'alerter le procureur. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on cherche? C'est ça la question qu'on cherche. Pour des histoires de personnes. Mais il y a pire. Il y a pire qui est arrivé ce week-end. J'apprends qu'hier, alors que c'est dimanche, l'un des substituts du procureur spécial, près la CRIEF, donc l'un des substituts de M. Ali Touré, a été appelé hier au département. Va savoir si c'est un jour ouvrable. Monsieur Maurice Onivogui. Il est appelé et on lui dit que désormais, il doit aller prendre service à l'abbé en lieu et place de Abdoulaye Kougoumou. Mais ça va vite. Vous ordonnez à un inspecteur général des services judiciaires de mener des enquêtes et de vous dresser rapport. L'inspecteur appelle, parce qu'il n'y a pas qu'Abdoulaye qui doit être quand même interrogé. Le premier président du tribunal va être interrogé, les gens au niveau du greffe, les gens au niveau de la prison, la famille même, parce que si vous voulez mener des enquêtes, il faut aller auprès de la famille. Tout cela n'est pas fait. Tu le charges de le faire le même jour. Il l'appelle, le monsieur dit que ton rapport arrive à Conakry au plus tard le mardi. Et lui-même est étonné d'apprendre par Facebook. Par Facebook, le magistrat est suspendu. Et combien de fois il faut revenir là-dessus? Que la loi de 54 condamne ça. En matière disciplinaire, les actes concernant les magistrats ne font pas l'objet de publicité. Et pourtant, le garde des Sceaux le sait. Allez sur le révélateur 224 ce matin. Voyez un article, comment on appelle ça, signé par un certain Moussa Rama. Lisez l'article, j'ai fait des études de droit, une bonne partie de ma vie. Allez voir si ça c'est la rédaction d'un journaliste. Le plan il est juridique, tout est juridique là-dedans. Tout est juridique là-dedans. Mais même les actes, même l'acte qui poursuit le monsieur devant le CSM se retrouve dans les médias, même si on tente de le réécrire. Mais
pratiquement Kofi. C'est quoi le problème dans cette affaire? Mais le pire, donc, le monsieur, on le dit déjà hier dimanche, va prendre fonction à l'Abbé lundi. Ouais. Mais Lamine, là où cette histoire est en train d'aller, c'est nauséeux. Il faut le dire au président de la République. Il faut alerter le Premier ministre. Vous savez qui est le magistrat en plus des grandes gueules à sa place? Son propre oncle maternel. Le garde le sceau le sait. Le procureur spécial le sait. Les grandes gueules. Son propre oncle maternel. Et on prend quelqu'un qui est substitut du procureur ou dans une cour, c'est à la criette, dans une cour, on l'amène au niveau d'un TPI. N'oubliez pas ce qui est en train de se passer. Le monsieur est dans la 3e promotion des magistrats. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous l'avions signalé ici la dernière fois quand on parlait des concours de recrutement. Vous vous souvenez, je vous avais mis le doigt sur la promotion. Vous vous souvenez, cette promotion est en train de monter aujourd'hui, de prendre des galons un peu partout. Mais comment est-ce qu'on peut en profiter pour aussi dégager un autre, sous le prétexte qu'il s'en va prendre fonction à la place de quelqu'un? Mais regardez, ça va devenir définitif parce que c'est devenu une habitude. Donc on profite de ce cas pour régler d'autres cas. Excusez-moi, mais depuis le moment où, alors que moi je savais en âme et conscience, et le ministre savait en âme et conscience, que ce monsieur n'avait rien à voir avec l'affaire, avec Espace, il n'avait pas hésité à le dire en privé à des gens qui sont venus me le dire pour qu'on essaie de rabibocher, pour établir la paix. Je leur ai dit, je l'ai dit à la maman la dernière fois des États-Unis, j'ai dit, mais il lui fait du tort. Je lui ai juré, j'ai dit, mais vous me connaissez? C'est vrai, je ne peux pas vous divulguer mes sources, mais tout s'est passé à Cancan. Le monsieur là n'est pas à Cancan quand même. Et il oublie que nous avons des journalistes à Cancan. Les reçus et autres, Tamba, tu es présent. Ce sont nos propres équipes d'Adafo. Il faut les applaudir, qui ont mené les enquêtes sur le terrain. Ça, on n'avait pas voulu le dire. Ce sont nos propres équipes, Lamine. Ce sont des travailleurs à Cancan qui sont allés nous dénicher les reçus que nous avons. Mais déjà, donc il y a à peine un mois, il y avait déjà cette fixation. Et aujourd'hui, on n'attend pas que la lumière soit faite. Il est débarqué vendredi, il est suspendu vendredi. Dimanche, on désigne son successeur qui est appelé au département, dit va prendre fonction lundi. Et déjà, le CSM est saisi. Pourquoi on est si pressé? Moi, c'est la question que je me pose. Ouais. Pourquoi on est si pressé? Et ces actes-là ne doivent pas se retrouver au dehors. Au même moment, lui-même, on reviendra sur ce sujet demain probablement, dans l'affaire Dr Fodé-Oussou. Mais la loi est claire, le code de procédure pénale est clair. Ce n'est pas à lui de s'exprimer. Et ce n'est même pas au juge d'instruction de s'exprimer. C'est au procureur d'instance, même pas le procureur général. Mais le ministre s'exprime pour tout le monde. Lui-même viole la loi. On va revenir Mohamed Mara, évidemment. Et on va essayer de tenter pour Kaka de joindre dans la 3e partie de l'émission Charles White ce matin sur les grandes gueules. On revient à 11h. Oui, sur Radio Espace, également aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous écoutez. Également aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Tous les soirs, retrouvez donc l'intégralité de l'émission sur le coup de 18h30 exactement. C'est bien. 18h, voilà, c'est ça. 18h. 18h30, c'est ainsi va le monde. Hein, voilà. On va continuer le débat évidemment avec vous, mon cher Tamba. On a écouté Mohamed Mara avec cette affaire. J'ai cherché à joindre le ministre, le téléphone sonnait librement évidemment, donc il n'a pas de conflit. On verra d'ici la fin de l'émission. S'il souhaiterait prendre la parole, allez-y mon cher ami. Alors il ne prendra certainement pas la parole. Oui, je pense qu'il ne prendra pas la parole malheureusement. Nous l'avons dit par souhait de... C'est plus déjà par politesse sur la première action qui nous a porté à la haute autorité de la communication. Nous avons vu la décision de la HAC dans les termes qui ont été ceux de la HAC en disant qu'il n'y avait pas eu de recoupement. Nous avons été très très surpris par ça lorsque la HAC dit qu'il n'y a pas eu de recoupement parce qu'on a eu un long moment de discussion à la haute autorité de la communication devant les commissaires de la HAC. Je suis revenu sur comment nous avons travaillé sur l'émission, sur cette émission-là, avant de se retrouver à l'antenne. On a décidé de ne pas réagir ici. Ce matin, je veux les interpeller pour vous dire encore, messieurs les commissaires, mesdames les commissaires, que nous avons à nouveau appelé le ministre Charles White. On lui a même laissé un message. Et c'est important que vous notiez cela. Je l'ai dit lors de la première émission. Je l'ai dit devant eux. Devant vous, je l'ai dit. Continuons sur le sujet. Permets que je termine. Parce qu'on va dire il n'y a pas eu de recoupement. On vous appelle, on vous laisse des messages.
Le minimum, c'est de réagir et de nous apporter les clarifications qu'il faut. Ce jour-là, je suis revenu sur ce travail. J'ai indiqué qu'on a appelé plusieurs fois. Lamine, tu as appelé. Jacques, tu as appelé. Moi, j'ai appelé. On n'a pas eu de réponse. Je me suis déplacé. Je suis allé en ville. Demander à d'autres acteurs de nous mettre en rapport. Le ministre Charles n'a pas voulu. Les grandes gueules. Et puis, on a dit tout ça à la HAC. J'ai même demandé que s'ils avaient besoin de preuves, qu'ils aillent voir. J'ai cité ces acteurs-là. La HAC n'a pas fait ce travail et ils ont pris la décision de dire à la face du monde qu'on n'a pas recoupé. On n'a rien dit parce qu'on voulait laisser couler les choses. Mais aujourd'hui encore, je précise que nous avons appelé le ministre. Jacques l'a appelé, lui a laissé un message. Lamine, tu as fait autant, on n'a pas eu de réponse. La HAC entendait cela. Voilà. Ensuite, on ira sur les autres aspects. Ça, c'était important. Je voulais vraiment revenir là-dessus pour qu'on sache ce qui s'est passé. On a lu. Oui, Même le week-end, avant d'en parler, vendredi, avant d'en parler, on a essayé, Daouda et moi, de joindre le ministre. Malheureusement, il n'avait pas de courage. Voilà. Donc, quand c'est fait comme ça, vous savez ce qu'on nous enseigne dans les écoles de journalisme, vous savez ce qu'il y a. Donc, à mon avis, il faut avoir le courage de rendre les choses telles qu'elles sont. Même par souci de conciliation. Ça, c'est important. La vérité n'a pas de prix. Voilà. Maintenant, je viens à ce que Charles Wright a apporté. Parce qu'il faut se le dire, j'ai lu cet article, je l'ai feuilleté, je l'ai parcouru. Cet article de notre confrère, le révélateur, je suis bien d'accord que même dans le style d'écriture, c'est celui usuel qu'on a l'habitude de voir auprès du ministre Charles Wright. Et il soutient un certain nombre de choses. Pour lui, il est impossible que l'ordonnance de non-lieu ne soit pas parvenue au ministre, au juge, au procureur Israël. Pour lui, rien n'atteste à date que Israël soit en mission aux dates indiquées par le procureur lui-même. Alors, Lamine, notre travail, c'était justement d'entendre cela, mais aussi de le recouper sur le terrain. C'était devant moi. C'était devant Roby. C'était devant Jacques. Mara, nous avons demandé à Mara d'appeler l'intérieur. Et il a appelé. C'était sous nos oreilles. J'ai envie de dire. Le téléphone au haut-parleur. Ça encore, il faut entendre ça. Nos 1, 2, 3, 6 oreilles ont entendu. En plus des oreilles de Mara. Parce que vous avez vu ses oreilles. Voilà. Donc les 8 oreilles ont entendu ça. Les grandes gueules. Voilà. Voilà. Double de chacun. Voilà. Donc on peut dire 10. Hein? On peut dire 10. Hein, voilà. Donc nos 10 oreilles ont entendu les réponses. Et c'est pas possible. Lamine, le préfet, confirme effectivement qu'à ce moment précis, le procureur Israël était à l'Elouma. Le juge de paix, à ce moment précis, confirme que monsieur Israël était à ce moment-là à l'Elouma. Alors, ça me pose quand même un certain nombre de questions. Même sur l'ordonnance de non-lieu, nous avons une information précise comme quoi le procureur n'a pas reçu cette ordonnance-là. Alors, j'ai lu donc cette déclaration côté ministère parce que l'article est intitulé « Pourquoi le juge Israël a été suspendu ». Alors, ça m'amène quand même à un certain nombre de questions. La première, la voici. Vous dites à un monsieur, vous avez 72 heures pour nous rendre votre rapport, pour nous dire, est-ce que oui ou non, il y a eu manquement à vos obligations professionnelles. Vous donnez 72 heures. Et il ne s'écoule même pas 24 heures. Vous prenez la décision de suspendre le monsieur. Ouais. Vous vous rendez compte? Nous apprenons qu'au moment où le procureur était en train de rédiger son rapport d'explication, sa note d'explication, Facebook lui apprend qu'il est suspendu. Alors, ça c'est une première préoccupation. Mara questionnait la célérité avec laquelle ce travail a été fait. Deuxième aspect important. Lamine, ça ne nous a pas pris 5 minutes. Hein. Ça ne nous a pas pris 5 minutes pour nous informer si oui ou non, il y a bel et bien eu lieu cette mission dont le juge Israël s'était prévalu. Ça ne nous a pas pris 5 minutes et on a eu confirmation de ces acteurs qu'effectivement le procureur était bel et bien à l'Elouma. Pourquoi est-ce que, au niveau du département, c'est si compliqué pour eux de faire comme nous et d'avoir cette information-là?
Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'eux, ils n'aient pas cette information? Parce que la réaction de Charles remet en question cette mission que le procureur Pogomo a présentée. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'eux, ils n'aient pas cette information-là? Moi, je veux simplement questionner aussi le rôle du substitut du procureur. Les grandes gueules. C'est quand même l'adjoint. Et vous savez un peu souvent le rôle des adjoints. Moi, je ne dis pas qu'il est de mauvaise foi, mais souvent l'adjoint guette la place du premier. Quel a pu être son rôle? Parce qu'il y a quand même un substitut du procureur de ce côté. Que s'est-il passé? Quelle a pu être sa responsabilité? Je termine quand même avec ses soutiens de taille. C'est rare en Guinée. C'est rare en Guinée, il faut le souligner. Ouais. C'est rare en Guinée de voir des acteurs de la société civile, surtout les défenseurs des droits de l'homme. Ils sont tellement tatillons. Ils sont tellement tatillons. Oui, oui, très détaillants sur un certain nombre de choses. Les voir, oui. Pire que méticuleux. J'ai l'impression que, vous savez, il y a des gens comme ça, difficiles de caractère. J'ai l'impression que c'est leur caractère qui a déterminé ce choix professionnel. Ils se retrouvent dans des instances, des organisations de défense des droits humains. Même quand il y a bon, et ils ne voient pas ça. Ils voient le petit manquement aux droits humains. Vous avez l'OGDH. Organisation de défense des droits de l'homme exactement en Guinée, qui prend la décision de dire cette affaire, on n'est pas d'accord. Nous avons un procureur qui s'est démarqué dans son travail. Alors, il y a au-delà de lui le grand imam de la mosquée, El Hadj Badrou, le très respecté par ailleurs dans cette localité, qui prend aussi la parole et qui dit cette affaire, on n'est pas d'accord, on a rarement eu quelqu'un comme vous ici. Et nous prendrons nos responsabilités par rapport à ça. Je pense que quand on a un tel magistrat, je pense qu'on s'en occupe et on le valorise, on lui reconnaît son mérite, mais on ne le flagelle pas de façon arbitraire. Les grandes gueules. Parce que jusque-là, il n'y a pas eu de rapport. Bon, maintenant, il est suspendu. Pire, il est remplacé. Et vous avez vu le jeu qui n'est pas très vertueux, à mon avis. On prend l'oncle. Pendant que tu es fâché, c'est dans la même famille, on prend l'oncle. Et l'oncle maternel, on sait ce que c'est. On lui dit, bon, toi, va à la place de ton neveu. Vous avez vu un peu les grandes gueules. Au-delà du calcul politique. Les grandes gueules. C'est pas pour faire plus mal. C'est en fait pour lui clouer le bec. Tu vas te fâcher, pourquoi? Tu vas réclamer cette position à nouveau, pourquoi? Maintenant que c'est ton oncle, c'est dans la famille. Régler ce qui l'embête à la CRIEF. Et fini. Ça reste... Ça reste donc, vous voyez bien ce qui se passe. On le prend, on l'y met. Et quand on sait, et ça il faut quand même le souligner, quand on sait que le Conseil supérieur de la magistrature a quand même déjà réagi sur le cas Diawara et que le ministre Charles Wright ne s'est pas bougé, il a ignoré cette décision du Conseil de la magistrature, moi il y a fort à parier qu'il ne se bougera pas non plus sur le cas Israël, malgré les éléments qui se mobilisent aujourd'hui et qui sont contre. Ça interpelle clairement la responsabilité du Premier ministre, mais aussi la responsabilité du Président de la République. Bien. Ça l'interpelle directement. À mon avis, il faut prendre ça. Et mon dernier mot, c'est mon dernier, pour dire, moi ça me fait vraiment mal. Ça me fait mal que ce soit de Charles que l'on parle comme ça. Je l'ai dit à la haute autorité de la communication. Je veux que tous les ministres réussissent. Mais celui dont j'espère le plus la réussite, c'est le ministre Charles Wright. Bien. Le plus la réussite. Je ne veux pas que son nom soit entaché de... C'est compliqué d'en parler. Mais je pense que là, il se fourvoie pleinement. Pleinement. Ça va aller, Inch'Allah. Le pouvoir. Mais on espère. On va croiser les doigts, même si on n'est pas des juifs. Allez-y. Inch'Allah, ça va aller. Voilà, donc il y a 12e oreille qui va prendre la parole. Alors, moi, je n'étais pas là, mais j'écoutais de loin. Voilà, donc moi, il a les grandes oreilles. Non, il était connecté au parabolique de Mohamed Mara. Justement. Les grandes gueules. Allez-y, Diba. Voilà, donc moi j'ai des questions que je me pose parce qu'il y a rétention d'informations à plusieurs niveaux. Et il faut se poser la question pourquoi. Et d'abord, au-delà de cette procédure, Lamine, il y a une chose quand même que le ministre a fait. Je pense que le bon sens voudrait qu'on évite de mettre en danger la vie des gens.
Parce que si vous regardez cette note du ministre, déjà dans la note, il ne met pas l'accent sur la faute. Hein. Il détaille en fait les raisons de la suspension. Et donc en détaillant les raisons de la suspension, ce qui ne se fait pas, il décrit le procureur dans cette note-là. Imaginez qu'à l'abbé, qui a un levé de bouclier contre le procureur. Donc vous-même, vous jetez en pâture le procureur, vous mettez sa vie en danger. Donc ça, je pense, moi j'ai regretté cela. Pour ces genres de choses, non seulement la loi vous interdit de faire une communication autour d'un tel fait, mais vous mettez en danger la vie du procureur parce qu'il y a un détenu qui meurt en prison. Et imaginez-vous qu'on associe, qu'on dise que c'est à cause du procureur que cette situation est arrivée. Vous jetez la personne en pâture. Donc ça, je pense que le bon sens voudrait qu'on évite un peu, en étant le ministre, le garde des Sceaux, d'éviter d'amener souvent les actes au niveau de la presse. Ça, c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, on ne contrôle plus l'information. Du tout. Ça, c'est une deuxième chose. Ce qui, quand même, peut corroborer un peu la sortie du procureur Israël Pogomou, c'est que lorsqu'il dit à la date du 27, il était à l'Eloma dans un programme d'inspection de la justice de paix, disons des maisons de détention et des services de contrôle. Effectivement, si vous êtes le 27 dans cette zone, normalement, s'il avait reçu, s'il avait eu notification, il avait deux choix à faire. Et il allait le faire parce que c'est un homme de droit, c'est un homme pétri de talent, on connaît un peu son parcours, ceux qui l'ont côtoyé et tout. Soit il allait faire un appel contre cette décision, s'il avait eu vent de l'information, ou soit tout simplement il laisse tomber et donc ça aura pour effet direct la libération du prisonnier. Donc s'il avait interjecté appel, ça aurait eu un effet suspensif. Il avait 5 jours. Donc il n'a pas interjecté appel. Ça veut dire indirectement qu'il n'avait pas eu l'information. Et deuxièmement, s'il avait eu l'information, il avait le choix de ne pas faire appel et donc on allait libérer tout simplement le monsieur. Donc ça, je pense que ça peut corroborer un peu son argumentaire pour dire qu'effectivement, il n'a pas reçu l'information. C'est ce que tous les procureurs font. Lorsqu'il y a une décision, ordonnance de non-lieu, tu fais appel ou tout simplement tu t'alignes, tu signes et puis c'est fini. Mais elle n'a pas fait, donc ça veut dire qu'il n'avait pas aussi l'information. Deuxième observation, c'est que au-delà de ça, ce qui me tique un peu, à la date du 27, les informations que moi j'ai reçues, le parquet aurait reçu l'information, c'est-à-dire son substitut. Au moment où le procureur était en déplacement, le substitut, il reçoit. C'est vrai, vous demandez au greffier d'envoyer à son bureau l'ordonnance, mais le substitut même aurait pu, soit à travers un appel téléphonique, ou une fois que le procureur est de retour, l'informer. Oui. Ça n'a pas été fait. Oui. Et au niveau aussi du juge d'instruction, quand même, la loi lui donne la latitude de signifier ça au détenu qu'il y a une ordonnance de non-lieu et à travers le régisseur de la maison. Ça n'a pas été fait. Donc lui aussi aurait pu quand même informer le procureur pour dire, écoutez, il y a eu une ordonnance, donc nous vous informons qu'il y a un détenu ici, normalement vous devez prendre des dispositions par rapport à son cas. Ça aussi, ça n'a pas été fait. Donc il y a eu rétention d'informations à tous les niveaux. Ouais. On se pose la question, est-ce que ça a été une erreur, une négligence, ou tout simplement parce qu'on avait quand même cette volonté de nuire à un homme. Bien. Ça, ce sont les questions que l'on se pose aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, je pense que quelque chose a manqué. Ça, on ne peut pas le rappeler à un homme qui porte la robe noire. C'est des juristes, ils le savent. Il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Si on vous donne de telles informations, le mieux aurait été d'attendre, écouter le procureur, avoir sa version des faits, pour savoir exactement s'il a reçu ou pas l'information. Mais le principe du contradictoire dans ce scénario n'a pas été respecté. Bien. On n'a pas écouté le procureur et on prend comme ça une décision, on le jette en pâture parce que ça, c'est une mauvaise publicité. Les grandes gueules. Maintenant, je pense que le Conseil supérieur de la magistrature a l'information, ils vont prendre la décision qui va s'imposer. Une fois encore, il faut qu'on évite la célérité. Bien. Il faut prendre son temps, écouter les gens. Et ça, je pense que Charles a manqué de bon sens dans ce dossier. Allez-y, Madame Yoro, pour clore. Oui, en fait, moi comme Tamba, je suis un peu mal à l'aise avec une telle situation parce que c'est quand même un ministre qu'on attendait avec beaucoup de justesse, beaucoup de respect en matière de justice.
mais que de telles situations arrivent. On attend que le Conseil supérieur de la magistrature se prononce, mais la crainte c'est quoi? C'est qu'un homme a été jeté en pâture, mais en même temps il en sort grand. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les entités du côté de l'abbé qui soutiennent et qui reconnaissent le travail qu'il est en train de faire. Le plus important ici, c'est de savoir qui a fauté dans cette affaire, parce qu'il y a quand même une vie qui s'est envolée. Justement. On ne parle même la moindre plus, des choses, peut-être, c'était d'avoir. même plus de la personne qui est décédée en prison. Je vois. Mais on parle du bras de fer entre Charles et Israël. Ouais. Et il faut que justice soit rendue pour cette personne, parce qu'elle a perdu la vie à cause de la négligence d'une personne qui n'a pas joué son rôle dans cette affaire. On a besoin de le savoir, qu'on sorte des querelles interpersonnelles, qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme-là meure. Ouais. En même temps, moi je pense que si le ministre Charles continue comme ça, dans ce sens-là, je pense qu'il aura choisi ce chemin-là. Mais je pense qu'il aurait dessus plus d'un Guinéen. Parce qu'il a été applaudi, accueilli ici à cause de ce qu'il a été dans le passé. Ce serait dommage qu'à cause... J'espère qu'ils ne l'ont pas induit en erreur. Parce que, ben, voilà, Lamine, on peut vous induire en erreur une fois, mais pas 2 fois, 3 fois. Ouais. Il est jeune, à un moment donné, il a été respecté. Je pense qu'il n'a qu'à sortir un peu des guerres d'ego. Quelquefois dans la vie, vous pouvez occuper certains postes de responsabilité. Donc être jeune n'est plus jeune devient un problème. Il gâte tout le projet. Ah, Lamine. Non, mais attendez, vous répondez vous-même là. Mais Lamine, non, moi je suis d'accord avec toi. Rangel. C'est pas l'âge le problème. Ah, ben voilà. C'est les personnes. Voilà. Voilà, je pense qu'on ben voilà. a besoin... Il se répond. Il gâte tout mon projet de soutien à l'âge, franchement. Là, il me met, voilà. Ben voilà. là, il me met en position difficile par rapport à mes collègues. Eh ben voilà. Hein? C'est du Roby. Et c'est de la folie.